Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je vais faire une petite vidéo sur la mentalité des peuples, sur l'âme des peuples, et je vais dans un premier temps aborder le sujet de l'architecture. Alors je vais faire une comparaison sur l'architecture européenne, sur l'architecture méditerranéenne et sur l'architecture allemande, et je vais expliquer que ces différentes architectures découlent en grande partie justement d'adaptation à un climat, à une géographie donnée. Et je vais parler alors de la différence entre l'architecture allemande et l'architecture méditerranéenne. Alors vous avez tous remarqué que l'architecture méditerranéenne, elle est basée sur de la pierre. Quand on voyage, moi je voyage pas mal en Europe, donc on s'aperçoit que plus on va dans le sud, plus l'architecture, c'est des architectures basées sur l'empilement de blocs, sur la taille de la pierre, l'empilement de blocs de pierre. On peut voir ça alors, dans l'architecture antique, grecque, l'architecture romaine, jusqu'en France. Alors la France, c'est un mixte des deux, puisqu'on a le nord, on a le sud, mais on s'aperçoit que justement, les gens construisaient avec ce qu'ils trouvaient sous la main. Donc le sud de l'Europe, c'est de l'architecture en pierre, de la taille de pierre. Donc ce sont des contraintes de pression, la pierre. Donc ça casse, il faut la couper, on ne peut pas faire de grandes poutres en pierre parce que ça va casser par son milieu. Par contre, on peut empiler de la pierre, ça ne se déforme pas l'empilement, c'est très 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 résistant. Donc les gens du sud ont construit en pierre. Pour quelle raison? Il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc on construit, s'il n'y a pas beaucoup d'arbres, il y en a, mais moins que dans le nord, donc on construit essentiellement avec ce qu'on trouve de la pierre. Donc dans le nord, le climat étant moins sec, plus humide et plus froid, on se retrouve avec, à l'époque, même à l'époque antique, on s'est retrouvé, le peuple qui vivait dans le nord se retrouvait avec justement du matériel, du bois sous la main en grande quantité. Donc, comme l'homme est en général, on va dire paresseux, il prend ce qu'il trouve pour travailler. Donc ils ont construit, les Nordiques, ont construit essentiellement en bois. Et le bois, ce sont des contraintes, le bois c'est des contraintes de tension. Le bois, ça plie, c'est nervuré, il y a des fibres dedans. Donc c'est pas la même façon de construire qu'avec la pierre. Donc on n'empile pas du bois, on peut l'empiler, mais on peut surtout faire des grandes poutres en bois qui tiennent comme ça, des poutres horizontales. Il y a des contraintes de tension à l'intérieur, donc ça se plie, ça se déforme, sans aller tout le temps, sans aller forcément jusqu'à la rupture. Donc, alors que la pierre, en général, ça casse directement. Donc, le nord, donc les Germains, par exemple les Allemands, ce qu'ils faisaient les Allemands, ont construit essentiellement à l'Antiquité en bois. Donc, en construisant en bois, il n'est pas resté beaucoup de traces de leur ville qui devait être quand même des villes assez développées. Alors, pas comme Rome, pas comme les grandes villes antiques, mais il devait être des villes qui devaient ressembler l'Antiquité à des villages médiévaux, peut-être un peu plus rudimentaires, mais avec quand même une grande maîtrise de l'architecture faite en bois. Donc cette architecture faite en bois, on peut la retrouver au Moyen-Âge, en France, particulièrement dans la région centre. On remonte un peu alors en Alsace, particulièrement dans le nord de la France, et puis à ce moment-là en Europe, on retrouve beaucoup d'architecture en bois. Quand il y a des grandes forêts, on construit en bois à côté, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est ces maisons typiques à colombage que l'on peut voir. Donc on fait des espèces de poutres verticales, on tend des poutres au milieu, on les étaye chaque côté pour les maintenir avec des espèces d'arc, pas d'arc-boutants, mais de travées, comment dire, montantes latéralement, pour soutenir tout ça. Et donc ce bois, ce sont des contraintes de tension. Et puis comme ces maisons comme à Strasbourg, avec le Moyen-Âge, après, on les remplissait en briques, en général de la brique de terre avec de la paille dedans. Après il y a eu la brique la brique cuite, c'était plus solide. Donc vous voyez, toute cette architecture était basée sur un savoir millénaire sur le bois. Donc avec la révolution industrielle, avec plutôt l'arrivée de la métallurgie, donc des connaissances de cette technique de métallurgie, de technique du métal, les Allemands, on l'ont très vite intégré, beaucoup plus que les gens du Sud. Pourquoi? Parce que le métal, c'est des contraintes de tension, ça se tord, ça se plie un peu comme le bois. Donc ils avaient une structure mentale qui était déjà adaptée à ça. Donc quand il y a eu l'apport de techniques qui ne venaient pas d'Allemagne, des techniques
étrangères hein, qui venaient de... Il n'y avait pas d'Allemagne réelle, mais il y avait un peuple, hein, les Germains, qui venaient d'ailleurs. Ben, les Germains, les Allemands, hein, se sont très très vite adaptés à la maîtrise du métal, parce que le métal, c'est comme le bois, ce sont des contraintes de tension, pas de pression, comme la pierre. Donc, ce sont devenus en Europe les maîtres de la construction métallique. Alors, on peut voir quand on est à Berlin ou quand on visite les villes allemandes, ben, on peut voir des édifices géants hein, en structure, avec des structures métalliques. Hein, des structures métalliques qu'on agence comme des structures en bois, en vérité. Hein, parce que, alors, une échelle différente, bien sûr, mais on peut voir ça dans des grandes structures géantes. Et les Allemands sont devenus les maîtres, hein, les maîtres des structures métalliques. Alors il y avait Eiffel en France, alors Eiffel encore, il y a une société qui porte le nom Eiffel encore, alors c'est ceux qu'on... Je pense que ça n'a pas de rapport avec Eiffel qui a construit la tour Eiffel, maintenant, c'est peut-être un rapport ancien, mais bon, c'est une des plus grosses, c'est la plus grosse société, c'est une des plus grosses sociétés françaises qui construit en métal actuellement, et c'est celle qui a fait le musée Louis Vuitton, hein, le musée d'art moderne Louis Vuitton. Alors c'est une espèce vous savez, de papier qui a été froissé comme ça, jeté sur la table par l'ingénieur, et l'ingénieur a dit au groupe d'architectes de Eiffel, bah, construisez-moi la même chose, je vais près la même chose. Alors évidemment, ils ont arrangé un peu, donc les ingénieurs français avaient des contraintes à cause de cette maquette chiffonnée, ils ont fait quelque chose d'assez impressionnant. Et je discutais avec un des ingénieurs qui me disait, mais nous on a fait quelque chose d'exceptionnel pour la France, hein, mais en Allemagne, il y en a partout, dans toutes les villes, des choses comme ça. Bah oui, ça vient directement de cet esprit allemand, typique de constructeurs et d'ingénieurs qui ont construit pendant des milliers d'années en bois, hein, donc ça a forgé l'esprit, ça a forgé la mentalité, hein, les gens ont une conscience des tensions dans les matériaux, hein, parce que l'Européen du Sud a un peu moins, puisque lui bâtit en pierre. Hein. Donc c'est pour ça que les Allemands, eux, bâtissent énormément en métal et font des prouesses architecturales en métal et qu'on peut en voir partout. Donc voilà, vous voyez, donc l'Allemagne, peuple du métal, hein, parce que c'était le peuple du bois, donc déjà habitué aux contraintes de tension, hein, alors qu'en Europe, en Europe du Sud, hein, méditerranéenne particulièrement, on est plus habitué aux contraintes de pression avec la pierre, on est les maîtres de la pierre, hein, on construit des grands édifices, regardez l'Italie, regardez même le sud de la France, à l'arrière, il y a encore de grands édifices en pierre, hein, mais même Paris, encore, c'est quand même de grands édifices en pierre, le Paris haussmannien, c'est des édifices en pierre, hein, avec, des planchers en bois, mais c'est très particulier, ce n'est pas du tout les mêmes édifices que l'on peut rencontrer en Allemagne. Vous voyez, alors l'Allemagne a aussi construit beaucoup en béton avec du métal dedans. Hein. Donc béton, métal, ça permet d'avoir des contraintes de tension et en même temps être très résistant à la pression. Hein. C'est comme, donc on permet au béton d'être plus résistant et de ne pas se briser grâce au métal que l'on met dedans. Donc l'Allemagne a beaucoup construit comme ça parce qu'elle maîtrisait bien la tension au niveau éducatif. Alors on peut retrouver aussi une différence de mentalité dans les peuples entre l'Allemagne et la France. Hein. L'Allemagne, c'est véritablement un peuple d'ingénieurs. Hein. C'est étonnant parce que d'abord, c'est les corporations qui étaient les choses les plus importantes en Allemagne. Hein. C'est pas la noblesse. Hein. La France est un pays centralisé de gestion. Hein, alors que l'Allemagne, c'est un pays de corporation où c'est la principale des valeurs dans ce pays-là, c'est le travail, hein, et c'est c'est la grande technicité de l'individu. Ce qui compte dans la vie, c'est d'être un travailleur, hein, et c'est d'être un expert dans son domaine. Donc c'est toujours le meilleur qui, en général, monte socialement. Hein, et donc, c'est une méritocratie. Hein. Donc, l'Allemagne est un peuple d'ingénieurs et on voit que dans le travail, dans la façon de réaliser des architectures, il y a tout le temps le besoin de se dépasser. Hein. Donc on essaye de faire un projet énorme, un projet pharaonique avec des contraintes et de dépasser les contraintes techniques pour montrer sa supériorité et sa grande technicité. Hein, puisque là-bas, comme c'est le travail, c'est le plus grand technicien, c'est le meilleur technicien qui remporte en général, qui monte socialement. Hein.
Donc voilà, ça c'est typique à l'allemand. Donc l'allemand essaye de se dépasser. Alors c'est extrêmement important dans cette mentalité allemande, hein. C'est ce qui lui permet d'être au top actuellement, au top économiquement, parce que comme les gens se dépassent, comme on est son travail en Allemagne, hein, c'est la principale valeur, hein, la plus grande honte pour un Allemand, c'est d'être au chômage, hein. Alors qu'en France, souvent, on essaye de rester au chômage le plus longtemps. Pas tout le monde, mais souvent, on essaye, comme on ne monte pas socialement, comme c'est un système de caste, la France, hein, donc on sait qu'on ne réussira pas par le travail, donc en général, on tire au flanc et on essaye de moins bosser. Alors qu'en Allemagne, on sait qu'on peut monter socialement, donc le principal, c'est d'être le plus performant pour monter, hein. Donc, on arrive à de la haute technicité allemande, hein, parce que justement, les gens sont poussés justement à cette émulation qui fait que le travail est toujours récompensé, ne serait-ce que par la montée sociale. C'est pas l'argent qui compte, hein, c'est la montée sociale par le travail, hein. C'est le travail rend libre, hein. Ils ne mettaient pas pour rigoler à la porte des camps de concentration, même si c'est horrible ce qui s'est passé à l'intérieur de ces camps. Eux, ils y croyaient réellement, hein. Pour eux, c'est la mentalité, c'est asocial, hein. C'est la plus grande honte en Allemagne. Donc les Allemands sont des grands techniciens. C'est grâce à ce besoin tout le temps de performance, ce besoin d'innovation pour montrer justement sa capacité d'homme, hein, parce qu'il n'y a pas de fils d'eux en Allemagne, que l'Allemagne est tout le temps dans l'innovation. Alors cette innovation a de grands avantages parce qu'elle permet de générer des brevets, de générer des progrès techniques très très importants. Mais bon, le problème de cette mentalité de tout le temps faire mieux, leur a posé des problèmes pendant la guerre, par exemple, de 39-45, où ils ont perdu de nombreuses batailles par l'excès de technicité, hein. C'est-à-dire qu'on produisait le meilleur char, on produisait le meilleur avion, mais on ne le produisait pas en grande quantité, hein. On pensait que la qualité allait supplanter la quantité, et puis on se faisait laminer par des Russes pragmatiques, hein. Alors on dira oui, les Russes ont été financés par les Américains, ceci dit, le Russe est pragmatique, et il ne va pas s'amuser à faire de la haute technicité là où il n'y en a pas fondamentalement besoin, parce qu'il n'a pas ce besoin de se surpasser techniquement pour montrer sa supériorité, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner pragmatiquement, quitte à sacrifier des vies humaines. Donc on a deux mentalités qui se sont affrontées, deux mentalités d'ingénieurs, attention, hein. Donc on a vu, par exemple, les Russes écraser les Allemands avec leur T-34, hein, qui étaient très bons, pas très loin au niveau qualité des chars allemands, mais qui étaient des fois, pas tout le temps, mais des fois plus rudimentaires, alors que le char allemand, des fois, se perdait en technicité, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas être au top, et des fois était un peu fragile, hein. Donc voilà, ça c'est le propre de l'allemand. Alors ça permet des brevets, mais ça permet aussi des fois une complication extrême, alors qui marche. En général, l'allemand est bien ordonné, ça marche pour les Allemands, mais ça peut poser des problèmes aussi sur les berlines, qui sont des fois, ou les voitures trop compliquées, hein, des fois. Donc ça, c'est typique de l'allemand, mais ça vient de leur mentalité d'ingénieur, se surpasser tout le temps apporter une innovation, alors que des fois, il n'y en a même pas besoin. Mais bon, ça a des avantages et des inconvénients. Donc, on peut voir que cette mentalité du travail, donc il n'y a pas de caste comme en France, hein, c'est pas les fils d'eux qui prennent les postes, hein. Donc, c'est un peuple d'ingénieurs, et ils ont cette culture d'ingénieurs, hein. Il faut savoir que les Allemands, je parle beaucoup d'allemand, mais après je parlerai des Anglais, parce qu'on me l'a demandé, on m'a demandé de faire de parler un peu de ça. Donc, il faut savoir que les Allemands allaient en Europe centrale, étaient jusqu'en Ukraine, jusqu'en Russie, en groupe d'ingénieurs, et là, ils créaient des communautés, hein. Ce n'étaient pas des agriculteurs là-bas, c'était essentiellement des ingénieurs qui faisaient vivre le pays, qui commerçaient avec l'Allemagne et qui revenaient. C'était des communautés allemandes, c'était des villes en camembert. Donc les Allemands ont toujours eu une tradition d'exporter leur peuple, hein. Leur peuple, c'était pas un pays, hein, c'est un peuple, hein, parce que c'était plein de villes, plein comment dire, de comtés, plein comment dire, de villes ecclésiastiques ou de villes. La noblesse n'avait pas. C'était morcelé l'Allemagne. Il n'y a pas eu une vraie unité de l'Allemagne, mais il y avait une unité culturelle qui marchait avec les mêmes valeurs, hein. Donc ils s'exportaient comme ça en famille entière, en groupe entier, tout en Europe, dans l'Europe centrale et même en Russie, hein, et même en Ukraine, hein. Et là, ils formaient des villages, comme on peut voir en Roumanie, en Hongrie, des parties de villages où il y avait leurs ingénieurs qui étaient là et qui avaient un rôle dans la société. Donc voilà comment fonctionnaient les Allemands. Alors on peut voir aussi une différence entre la France, hein, et l'Allemagne dans la façon d'éduquer leurs enfants, hein, les enfants, hein.
Donc c'est complètement différent pour les gens qui ne connaissent pas. Je fais un peu sur la mentalité des peuples, cette vidéo. Hein. Donc on peut voir sur l'éducation quelque chose qui est très intéressante. Hein. Moi je dis tout le temps, quand vous voyagez, hein, ouvrez grand vos yeux, vos narines, et écoutez, ouvrez grand vos oreilles, essayez de comprendre les peuples et sortir des bouquins de ce qu'on vous a appris, essayez de vivre le monde et de comprendre le monde par vous-même, hein, par vos cinq sens. Et alors moi je m'arrête sur les aires d'autoroute, je suis avec mon petit gars qui a 2 ans et demi, et puis qui est allemand, et puis là je rentre sur vous savez, sur les stations, dans la station essence, je vais à la caisse, et là il y a plein de livres qui sont pour les enfants, pour les petits-enfants, qui sont en bas pour qu'ils les prennent facilement, et je m'aperçois que ces livres qui sont à vendre ne sont pas du tout les mêmes pour les petits-enfants allemands que pour les petits-enfants français. En France, on n'a pas du tout le même type de livre. Et je vois que les livres allemands sont des livres très techniques. Hein. C'est des livres où il y a peu de sentiments dedans. L'allemand n'est pas un sentimental, hein, il est romantique parce que justement, il recherche le sentiment dans l'excès de sentiment dans son romantisme, parce qu'en vérité, il est très calculateur. C'est un ingénieur, un technicien. Donc on voit les livres pour les enfants. Alors les livres pour les enfants, c'est des petits livres techniques, souvent avec comment fonctionne un avion, comment fonctionne un aéroport, à la gare. Alors la gare, on vous explique comment fonctionne une gare, les trains qui arrivent, trains postaux, les guichets, les réservations. D'autres livres qui m'avaient étonné, c'était les pelleteuses. Alors c'était un livre sur les pelleteuses mécaniques. Alors il y avait tous les types, il vous expliquait pour 2 ans et demi tous les types de pelleteuses mécaniques qu'il y avait, avec une coupe du moteur, les différentes pelleteuses, les pelleteuses pour excaver du sable. Alors il y avait, vous savez, les pelleteuses qui ramassent comme ça, celles qui ramassent comme ça. Ils vous donnaient les noms techniques allemands. Moi je ne parle pas allemand, mais j'essayais de lire un peu, d'essayer de comprendre avec les images. Et c'était étonnant de voir mon petit gars qui était « Oh, je veux ça, papa, et ça, et ça ». Il était déjà formaté à l'esprit allemand, à l'esprit d'ingénieur, l'esprit de technicien qu'on n'a pas en France. Et quand on s'arrête dans les pompes à essence françaises, hein, j'achète un petit livre pour mon petit gars, pareil, hein, pour qu'à l'arrière de la voiture, il soit calme, ils font beaucoup de parents, hein, qu'il soit relax. Et ben c'est plutôt Jojo l'hippopotame, ou le bain au bain avec maman, ou bien Riri la souris et Jojo le chien. Vous voyez, on est plus dans le sentiment, on est moins dans la technicité. Hein. Donc on raconte des histoires plutôt sentimentales, des histoires de relations de personnages entre eux, mais pas dans le pur technique comme on peut rencontrer en Allemagne. Et ça m'avait sauté aux yeux. Donc vous voyez, dès le début, l'allemand est formaté pour être un ingénieur, pour être un technicien bien ordonné. Donc c'est vrai qu'on ne s'étonne pas qu'ils soient les meilleurs mondiaux à ce niveau-là. Mais bon, c'est l'allemand, c'est particulier. Hein. C'est, comme je dis, c'est une méritocratie, hein, une méritocratie qui est basée sur le travail, la valeur de l'individu au travail et sa montée sociale à travers le travail. Ça, c'est l'Allemagne, alors que la France, c'est un pays de caste. Hein. On se reproduit dans son milieu social. Hein. Il y a les ouvriers qui se reproduisent entre eux, il y a les paysans qui se reproduisent entre eux, et puis il y a les classes moyennes, il y a la petite bourgeoisie, la haute bourgeoisie, et puis les dominants. Alors tout le monde se reproduit dans son niveau social. Alors après, vous avez les politiques. Alors les politiques, ils se reproduisent entre eux aussi, ou parfois ils se reproduisent avec des actrices, hein, c'est pareil, ou les journalistes, hein, c'est ce qu'on appelle les castes dominantes, les castes qui se présentent à la télévision. Donc c'est une espèce, c'est des acteurs, hein, vous voyez, que les politiques se marient souvent avec comme ce sont des acteurs. Vous avez 3 classes d'acteurs en France, hein, vous avez les politiques, hein, les journalistes et puis les acteurs, et ces trois parties en général copulent ensemble, ça fait la caste des acteurs dirigeants. Il était derrière sûrement des gens. Vous voyez, c'est un pays de caste, la France, alors que l'Allemagne est un pays d'ingénieurs. Donc c'était pour montrer un peu les différentes mentalités qu'il y avait entre l'Allemagne, hein, entre les pays du Nord par exemple, hein, et les pays du Sud, et la France particulièrement qui est un pays de caste. Alors là je parlais des pays de caste et j'ai parlé de l'architecture avant. Donc pour montrer que l'architecture dépend, hein, en grande partie, hein, de la géographie, hein, et du climat. Hein. Donc, et ça forge les hommes. Donc si les Allemands sont devenus, comme je dis cette vidéo, pour but aussi de dire que si les Allemands sont devenus les maîtres du métal, c'est parce qu'ils connaissaient le bois avant, que c'était les mêmes contraintes. Hein. Donc on passe, hein, vous comprenez? Il y a tout le temps une suite logique des choses. Donc voilà. Alors la seconde partie de la vidéo, on m'avait demandé de parler un peu de... Je ne parlais pas des Anglais. Alors moi je ne suis pas un spécialiste des Anglais, hein.
J'ai rencontré quelques Anglais, mais il y a une observation très importante à faire sur la différence parce que, entre la France et l'Angleterre. Hein, c'est pourquoi l'Angleterre a, entre guillemets, réussi quand même économiquement. Hein. Là, ce sont des prédateurs mondiaux, des prédateurs de la finance. Hein. Pour quelle raison l'Angleterre réussit actuellement, bien que ce soit un pays de caste, hein, alors que la France est engluée dans son système de caste obsolète, hein, comme je l'ai mis dans une autre vidéo. Alors c'est tout simplement parce que les castes anglaises, hein, ne fonctionnent pas du tout comme les castes françaises. Alors les castes françaises ont dû un certain temps fonctionner un peu comme les castes anglaises, mais la caste anglaise est une caste guerrière, hein, les dominants anglais, hein, c'est une caste qui maîtrise le pays, qui maîtrise un peu la finance, hein, qui dirige le pays. Hein, et l'anglais est sur une île, hein, c'est une île, donc il est assez limité. Alors il y a toute cette noblesse, cette vieille noblesse anglaise, hein, qui date il y a très longtemps, de 1000 ans. Elle avait été remplacée par Guillaume le Conquérant, par la bande à Guillaume le Conquérant, mais elle a dû s'appuyer aussi sur les castes qu'elle avait remplacées, hein, pour gérer le pays. Mais ce sont des castes guerrières, avec une éducation très 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 stricte. Hein. Vous voyez le prince, là, le prince machin, le jeune là, qui fait de l'hélicoptère, qui va en Afghanistan combattre. Alors évidemment, il ne va pas en Afghanistan peut-être en première ligne, mais il doit prouver qu'il est un homme. Hein. Et l'éducation anglaise, qu'on appelle l'éducation anglaise, qui est réservée en général aux castes dominants dans les grandes écoles anglaises, je sais pas, il y a Oxford, il y a plein d'écoles, mais des écoles privées de haut niveau. Mais en général, c'est une éducation extrêmement stricte, extrêmement dure, qui forment des guerriers, des véritables guerriers de la finance. Hein. Des gens qui ont une éducation dure, rigide, à coups de trick. Hein. C'est pas l'éducation de nos petits bourgeois français, de nos petits dirigeants qui ont des écoles privées, qui font des rallyes, qui sont comme des coqs en pâte, qui sont comme nourris, bien nourris, qui ont leurs vacances. Alors ils apprennent beaucoup, ils vont dans des bonnes écoles françaises, mais ils sont déconnectés de la réalité physique de la vie. Ils ne se prennent pas la vie dans la gueule, comme les castes anglaises qui ont conscience encore d'être le cerveau et d'être le cerveau, ceux qui dirigent l'Angleterre, hein, d'avoir un rôle à jouer. Donc ils sont éduqués très dur. J'avais une relation, un copain, qui était justement anglais, semi-noble, et qui a fait toutes ces écoles, et il me racontait comme c'était atroce, comme il n'était semi-noble, il l'appelait le bâtard. Il devait se lever tous les matins à 5 heures du matin. C'était à coups de trick s'ils obéissaient pas. Quand ils étaient malades, ils n'étaient pas soignés. Ils faisaient du sport en activité, ils faisaient énormément de sport avant. Hein. Donc c'était pas du tout la noblesse, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, la noblesse anglaise n'est pas du tout n'est vraiment éduquée d'une façon guerrière, d'une façon dure. Hein. Ça s'appelle l'éducation anglaise. Hein. Donc après, quand elle rentre dans la vie, ce sont des gens durs, des gens combatifs, qui ont été formés un peu comme des Spartiates, hein, entre guillemets. Hein, ça, on ne le sait pas en France, mais ce n'est pas notre bourgeoisie ramollo, qui n'a plus aucune notion de corps, quoi, d'être la tête pensante du pays. Et on dira qu'en France, on a une tête qui méprise les pieds, qui méprise le corps. Donc ça ne peut pas aller, alors que l'Angleterre, il gère justement, il crée une élite combattante qui, elle, va employer des hommes d'affaires, hein, on va dire c'est des hommes d'affaires qui vont être, eux, sélectionnés, un peu comme en Allemagne. Alors, ça va être une méritocratie, c'est-à-dire que la noblesse et la haute bourgeoisie anglaise qui gère l'Angleterre depuis des centaines d'années emploient dans ces sociétés, hein, essentiellement des sociétés financières, des sociétés de gestion, donc bancaires, emploient des types qui sont sélectionnés pour leur rentabilité. Donc ils n'en ont rien à foutre des fils d'eux en dessous. Hein. Le principal, c'est la rentabilité. Donc il y a une véritable méritocratie à l'échelle inférieure. Donc c'est avec ça que l'Angleterre a colonisé le monde. Hein. C'est eux qui ont formé l'Amérique à la base, hein, en envoyant des mecs avec beaucoup d'énergie, en les finançant, mais des mecs qui étaient sélectionnés. Hein. Donc ils faisaient
des armateurs qui envoyaient des bateaux là-bas à l'époque, hein, et qui essayaient de faire du commerce international en sélectionnant des mecs extrêmement efficaces. Donc c'est quand même une méritocratie en Angleterre, mais une méritocratie qui est dominée par une caste qui est au moins millénaire. Hein. Donc c'est une méritocratie dominée par une caste. Hein. Vous voyez comme c'est un peu différent l'Angleterre. Hein. En Angleterre, on peut monter. Donc c'est pour ça que les jeunes du monde entier, je ne suis pas du tout pour la finance, je trouve qu'il y a un énorme problème mondial. Mais j'explique pourquoi l'Angleterre s'en sort bien, hein, par rapport à la France. C'est pas du tout le même système. C'est un système de caste à haut niveau, mais en dessous, c'est une méritocratie. Et on envoie les gars en les finançant à fond, en leur donnant des énormes salaires quand ils sont efficaces. Hein. C'est les traders, hein, c'est les golden boys anglais, hein, c'est tout ça. Hein. Mais ça, les golden boys, c'est pas des fils de famille, forcément. Hein, c'est des mecs qui viennent d'en bas, mais on prend les mecs les plus performants. Hein, alors qu'en France, c'est tout le temps le fils d'eux qui a fait l'ENA, qui a fait ci, qui va être à la tête d'une société française. Alors c'est surtout la relation qui compte, hein, c'est le réseau, hein, plus que la capacité du gars. C'est pour ça que quand on a ouvert les frontières, la France ne tient plus parce que on ne peut pas résister, si on n'a pas des mecs efficaces à tout niveau. Hein. Donc il faut au minimum une sélection, une méritocratie, que le meilleur monte, que le moins bon descende. Alors en France, comme je dis tout le temps, hein, c'est le syndrome de l'huître ou de la moule. En général, on reste accroché à son support et en général, on meurt où l'on est. Hein. Alors qu'en Angleterre, il y a tout le temps moyen de monter. Alors, il y a tout le temps moyen de descendre, hein, c'est le problème aussi. Donc voilà, puis les Anglais, ils ont colonisé, ils sont allés en Amérique, et c'est eux qui ont fait l'Amérique, et cette mentalité de colon, hein, cette mentalité de type qui marche au mérite. Hein. Alors effectivement, sur l'Amérique, il y a beaucoup plus de pauvres, hein, contrairement... oui, il y a beaucoup de pauvres, hein. Il n'y a pas de parachute, on n'arrive pas sur un filet quand on tombe, en général on s'éclate bien la gueule par terre, mais il y a tout temps de possibilités de monter. Donc ça fait des gens assez dynamiques qui savent qu'ils peuvent monter par le travail. Hein. Même si ces montées ne sont pas fréquentes, il y a quand même montée et descente. Donc l'homme, il vit l'espoir. Hein. Enlevez-lui l'espoir, ça fait un dépressif névrosé comme on peut voir en France. Hein. Car en France, vous n'allez pas tomber jusqu'en bas, vous allez avoir le RSA, les aides de mairie, une petite aide au logement, de quoi vivoter, mais vous n'avez aucun espoir de montée sociale. Hein. Car les montées sociales, c'est le fils d'eux qui, lui, a en général le poste. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas performant en France. Hein. Même les États-Unis, même s'ils ont beaucoup d'inégalités, même plus qu'en France, hein, il y a tout le temps cet espoir et cette joie de vivre. Hein. On retrouve, hein, parce qu'il y a tout le temps cette possibilité de monter, même si elle n'est pas énorme, il y a une possibilité. Alors qu'en France, c'est bloqué de chez bloqué. Donc, vous voyez, c'est l'espoir, c'est tout ça, c'est relatif. Hein. On peut être moins riche et avoir plus d'espoir et être plus heureux en fin de compte, puisque le bonheur c'est toujours relatif, c'est toujours l'homme doit se projeter dans le futur, hein, pour pouvoir faire des plans, pour pouvoir vivre. L'homme, c'est l'être qui se projette dans l'avenir par la pensée. Donc enlevez-lui toute projection dans l'avenir par la pensée, ça fait un pauvre type, hein, ça fait un Français aux antidépresseurs, gréviste et dépressif. Hein, voilà. Donc ça c'est un problème français, je dis tout le temps le problème français n'est pas économique, il est moral. Hein. Donc voilà, c'était un peu sur l'âme des peuples, donc j'ai parlé un peu des Anglais, c'est toujours un peu long, mais bon, j'espère, je fais des redites, je ne suis pas un grand orateur, mais j'espère que vous comprenez des choses bien différentes avec les peuples. Alors pour l'allemand, un dernier truc, hein, comme je dis, l'allemand, hein, je prends des grandes puissances hein, européennes, hein. Après il y a les Italiens, l'allemand, c'est quelqu'un qui doit se projeter dans le futur, hein, toujours, parce que c'est un angoissé à cause de l'hiver, j'avais expliqué, dans l'hiver ça angoisse, hein, comme nous tous les Européens, nous sommes angoissés par l'hiver, nous nous projetons tout le temps dans le futur. Donc l'allemand, lui, il lui faut des grands projets pharaoniques hein, pour oublier, pour ne pas déprimer. Hein. C'est l'allemand, pour lui, c'est pas la réussite sociale qui est, c'est pas l'argent le principal source de bonheur pour l'allemand. Pour l'allemand, c'est le travail et la réussite professionnelle. Hein. C'est ce qui est le plus important pour l'allemand. Hein. D'ailleurs, les grosses entreprises allemandes réinvestissent une grande partie de leurs bénéfices dans leur outil de travail. C'est une tradition allemande que l'on n'a pas en France. Hein. Donc c'est pour ça que l'Allemagne monte aussi et est énorme au niveau économique actuellement en Europe. Hein. Puis pour d'autres raisons, j'en ai parlé, il n'y a pas que ça. Hein. C'est ancré au cœur de l'Allemagne. Dans la conjoncture actuelle, ils sont parfaitement adaptés. Alors que la France, qui était un grand pays centralisé, est en train, avec un système de casse qui marchait très bien quand il y a une fermeture des frontières, hein, n'est plus adapté à une comment dire,
à une ouverture de frontières et puis à une prédation internationale. Elle n'a plus d'élite d'un assez bon niveau, hein, pour pouvoir contrer justement cette prédation internationale faite par des grosses multinationales avec des actionnaires, mais des actionnaires qui demandent des comptes à leur société, hein, mais ces sociétés, justement, pour pouvoir être le plus performantes, choisissent au sein de leur société les meilleurs dirigeants, les meilleurs ouvriers. Vous savez. Donc il y a une méritocratie au sein de ces grosses multinationales à actionnaires. Et en France, malheureusement, nos sociétés en général marchent encore avec des patrons, des fils d'eux et le système de réseau, hein. Alors les grosses multinationales étrangères en général, je fais de l'économie, hein, je vous explique, hein, prennent en général, quand elles viennent s'implanter en France, hein, prennent en général des fils de famille. Alors ils ne les prennent pas pour leur performance, il faut le savoir, ça c'est très important à savoir. Ces fils de famille qui auront fait des grandes écoles françaises seront pris pour leur réseau d'influence, hein, uniquement. Hein, pas pour leur performance. Et derrière, vous aurez un type qui va gérer tout ça, qui va être derrière ce fils de famille qu'ils vont prendre à la direction à côté, mais il y aura un gars hyper performant avec une vision globale, hein, qui aura été sélectionné pour ses performances, hein, donc un type peut-être venu d'en bas, qui lui gérera la société par derrière, et on prendra juste le français pour son réseau. Parce que la France, comme je vous dis, c'est un système de caste avec des réseaux d'influence, hein. Pas une méritocratie comme en Allemagne, des réseaux d'influence. Et c'est terrible. Et nous, on en meurt, on en meurt. C'est pour ça qu'on vend tout, c'est pour ça qu'on est racheté, qu'on ne fait pas le poids. Donc voilà, petite vidéo de 31 minutes. C'est un peu chiant des fois de parler d'économie à ce niveau-là, mais j'espère que vous comprenez comment fonctionnent les peuples, hein. Donc, les jeunes qui vont bosser en Angleterre, on en voit beaucoup de Français qui vont bosser en Angleterre, ils ont une grande chance d'avoir de bons salaires, même si la vie est très chère. Et s'ils sont bons, ils seront reconnus tout de suite, ils monteront socialement, hein, bien qu'à la tête, ça sera tout le temps des castes dirigeantes. Puis si vous allez aux États-Unis, pareil, hein, si vous êtes bon, si vous êtes performant, vous serez tout de suite sélectionné. Si vous êtes mauvais, par contre, la chute sera dure. Alors qu'en France, vous aurez toujours le filet du RSA ou le filet de l'aide sociale, de la main tendue, hein, mais ça ne va pas durer. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.